Christopher Nolan est devenu en seulement quelques films un des réalisateurs les plus puissants d'Hollywood. Il s'est forgé une réputation de cinéaste cérébral avec des films à la narration non linéaire, dotés d'intrigues et d'univers complexes et d'un sens du spectacle à contre-courant de son époque. À la fin des années 80, il étudie la littérature anglaise à la prestigieuse University College de Londres. Il n'a pas fait d'école de cinéma mais devient président de l'Union Film Society, un ciné-club lui permettant de réaliser ses premiers courts-métrages aux côtés d'Emma Thomas, sa future femme et fidèle productrice de tous ses films. Son seul court-métrage visible est Doodlebug, réalisé en 97, que je vous invite à découvrir sur YouTube. En plus, il y a des effets spéciaux. Vous trouverez le lien dans la description. Ma précédente vidéo sur Tim Burton montrait comment les effets spéciaux pouvaient représenter visuellement la personnalité de son auteur. Avec Nolan, on va davantage se concentrer sur sa manière d'utiliser les effets pour qu'ils aient un impact puissant sur le spectateur. Following est le premier film de Christopher Nolan, tourné en noir et blanc tout simplement pour masquer le manque de moyens techniques, en particulier pour la qualité de l'éclairage. On s'amuse d'ailleurs à constater que le cambrioleur professionnel s'appelle Cobb, comme DiCaprio dans Inception, et que le logo Batman, que Nolan réalisera plus tard, est visible sur une porte qu'il s'apprête à cambrioler. D'après une nouvelle de son frère scénariste Jonathan, futur collaborateur récurrent, Memento est le premier succès de Nolan, la porte d'entrée vers son cinéma avec comme originalité une histoire racontée à l'envers. Mais c'est avec Insomnia que le réalisateur entre dans la cour des grands puisqu'il s'agit de son premier film pour une major hollywoodienne, en l'occurrence la Warner. Même s'il n'est pas à l'origine de l'histoire car il s'agit du remake d'un film norvégien, ce polar est intéressant puisqu'il présente un avant-goût de ce que sera The Dark Knight en mettant en scène un justicier commettant des actions tout aussi immorales que celles du criminel qu'il pourchasse. Les deux personnages que tout oppose voient leur destin lié exactement comme Batman et le Joker. Justement, Batman Begins est son premier blockbuster et film à effets spéciaux. La Warner souhaite relancer la mythologie Batman au cinéma et grâce au catastrophique Batman et Robin, Nolan peut facilement imposer ses idées pour le super-héros puisque de toute façon il ne pourra pas faire pire. Il apporte pour la première fois un style réaliste et moderne à l'univers du Chevalier Noir. Adapté du livre de Christopher Priest, Le Prestige est parfait pour Nolan qui s'amuse à construire son récit littéralement comme un tour de magie. Ce qui rend le film d'autant plus intéressant du fait que la magie peut être perçue comme une métaphore de la fabrication d'un film et des effets spéciaux. Je vous rassure, il n'y aura aucun spoiler puisqu'il faut que vous voyiez ce film si ce n'est pas déjà fait. On arrive à The Dark Knight, le premier succès à très grande échelle de Nolan qui dépasse le milliard de dollars de recettes mondiales. Une première pour un film de super-héros. Également premier long métrage de l'histoire à être tourné en partie avec des caméras IMAX. Un format d'image se révélant être un véritable coup de cœur pour le cinéaste qui va complètement redéfinir sa manière de mettre en scène l'action et les effets spéciaux. D'ailleurs, on peut facilement dire que The Dark Knight est le film policier, le polar, avec les effets les plus spectaculaires de l'histoire. Ce succès surprise incroyable montre aux producteurs que malgré la noirceur des thématiques de Nolan, elle fonctionne auprès du public. La Warner accepte alors de lui accorder un budget faramineux de 160 millions de dollars, soit seulement 20 de moins que Dark Knight, pour réaliser Inception, un blockbuster cérébral doté d'une intrigue complexe. Obtenir un budget pareil pour un film qui ne fait pas partie d'une franchise ou bien adapté d'un livre relève de l'exploit. Surtout que le succès est au rendez-vous, rapportant plus de 800 millions à travers le monde, inscrivant tout de suite Nolan comme un des réalisateurs les plus influents et rentables d'Hollywood. Il est aujourd'hui probablement le seul réalisateur avec James Cameron à pouvoir obtenir des budgets monumentaux sur des projets personnels, qui plus est avec des durées de 2h30 à 3h. Inception est donc un blockbuster d'auteur, deux mots que l'on a malheureusement beaucoup de mal à associer dans le Hollywood d'aujourd'hui. The Dark Knight Rises conclut la trilogie Batman en exploitant encore plus le format IMAX. Interstellar est le premier film de Nolan à n'utiliser absolument aucun fond vert. Enfin, Dunkerque est son blockbuster avec le moins d'effets numériques, privilégiant les décors et effets pratiques comme jamais auparavant. Pour commencer, attardons-nous sur les thématiques chères à Christopher Nolan, représentées par les effets spéciaux, et qui s'avèrent être la perception et le temps. Nolan adore jouer avec les différents points de vue des protagonistes pour complexifier ses histoires. Ces héros sont souvent psychologiquement tourmentés, voire perdus. Ils ont tendance à vivre dans une réalité subjective, avec pour objectif de se reconnecter à une réalité commune. Les hallucinations déclenchées par Jonathan Crane, alias l'épouvantail dans Batman Begins, sont une bonne représentation visuelle de la psychose. Les images sont réalisées sur 38 plans par le studio français Buff. Ils reconstruisent certains visages en 3D en ajoutant des éléments horrifiques comme du liquide ou des vers. Ils ajoutent également des distorsions sur les arrière-plans pour caractériser les hallucinations. Les gaz de l'épouvantail matérialisent les peurs et phobies des victimes, de la même manière que Batman utilise sa peur des chauves-souris pour la transmettre à ses adversaires. Le studio français réalise également les plans d'introduction de Batman Begins et The Dark Knight.
Et dans ce dernier, il fabrique sur 37 plans les visions des mini-sonars émis par les signaux des téléphones portables. Plusieurs mois sont nécessaires pour trouver le bon design, consistant finalement à créer une pulsation d'ondes circulaire qui reconstruit l'environnement, avec un aspect volontairement organique et imparfait. 2 ans plus tôt, dans Le Prestige, Buff est cette fois le seul prestataire sur le film. Hormis quelques environnements 3D, il réalise des effets pour les tours de magie comme les dédoublements et l'effet de la machine d'électricité. Dans The Dark Knight, la prothèse numérique de double face est réalisée par Framestore. Plusieurs caméras filment l'acteur sous différents angles afin de permettre au logiciel de tracking et aux animateurs de parfaitement correspondre le modèle 3D aux mouvements de tête et expression faciale de l'acteur. Le modèle 3D de la moitié de visage est scanné à partir d'une vraie sculpture. Pour le coup, l'approche du numérique est beaucoup plus pertinente qu'un maquillage traditionnel, puisqu'elle permet de retirer des parties du visage pour mieux voir l'intérieur, ce qui est impossible à faire avec des prothèses classiques. La notion de perception exploite pleinement son potentiel dans Inception, où plusieurs personnages plongent dans le rêve d'un individu en déformant l'espace et le temps. L'effet visuel le plus subtil, mystérieux et intrigant du film est le jeu de miroir tourné sur le pont Bir Hakeim à Paris. Malgré quelques informations disponibles, cela reste très difficile de comprendre comment ça a été réalisé en détail. Le réflexe est de penser qu'il s'agit simplement, entre guillemets, d'effacer la caméra du reflet, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour le tournage, il fabrique un miroir de 2 mètres sur 5 de hauteur, ce qui n'est pas assez grand mais suffisamment pour pouvoir le manœuvrer et avoir les reflets des acteurs. La solution du studio d'Ineg est de détourer les acteurs pour les isoler de l'image et de refaire une grande partie de l'environnement en 3D. La scène est tournée sur le pont depuis le début, donc une chaussée sans issue virtuelle est ajoutée avec une rambarde qui traverse le pont. Mais là où ça rigole plus du tout est sur ce long plan où l'actrice tire le miroir. Il faut donc effacer le reflet de la caméra et de l'équipe, ainsi que la structure qui fait bouger le miroir, en les remplaçant par un miroir en 3D qui va réfléchir un environnement. Le fond lointain est sûrement un matte painting, et la partie qui termine la route est virtuelle. En tout cas, les acteurs et leurs reflets sont en général détourés, ou alors les reflets viennent d'une autre prise d'un angle de caméra différent. Et même parfois pour certaines réflexions lointaines, il s'agit d'une version 3D de DiCaprio par exemple. Le résultat reste assez bluffant et rien dans l'image n'attire négativement l'attention. Hormis peut-être le fait que l'actrice semble enjamber quelque chose à 2 reprises, ce qui selon moi est peut-être un élément de machinerie permettant de faire pivoter le vrai miroir. Juste avant cette scène, Ariane fait apparaître toute la structure d'un pont. Encore une fois, pour effacer le pont déjà existant, l'actrice est entièrement détourée et il faut recréer en 3D tous les éléments environnants, en particulier ce qui est justement masqué par le pont, sans oublier les voitures, les piétons et la végétation. L'image de synthèse est nécessaire puisqu'elle permet de refabriquer des conditions de lumière comme le fait de refaire cet arbre par exemple, qui va projeter son ombre sur les escaliers ici. Bien sûr, ils prennent beaucoup de photos des lieux pour s'en servir comme texture, afin de répliquer la réalité de la manière la plus fidèle possible. Un peu plus tôt, on assiste à une scène iconique du film se déroulant dans un faux café parisien du 15e arrondissement. L'explosion est un mélange de réel et de virtuel. Il y a sur le tournage une vraie propulsion en présence des acteurs permettant d'avoir un début d'effet réel et très solide. Plusieurs caméras peuvent filmer jusqu'à 700 images par seconde, donc une prise de 7 secondes fait au final à peu près 1 minute. Le premier plan est donc ralenti au compositing pour le figer progressivement. Et plusieurs simulations dynamiques 3D viennent par la suite s'ajouter aux débris déjà existants. Il s'agit d'ailleurs de simulations fractales et récursives puisqu'il y a des explosions dans les explosions. De tout le film, il faut bien admettre que ce plan est la véritable signature visuelle d'Inception. Les bâtiments haussmanniens sont scannés au lidar pour être reconstruits en 3D tout comme les voitures, les vélos ou les piétons. Le plan où les 2 acteurs marchent à 90 degrés est filmé sur fond vert, la caméra est fixée au sol d'un plateau en rotation. Ce qui me donne une magnifique transition vers le fameux couloir de l'hôtel rotatif présent dans le second niveau de rêve de l'intrigue du film. 8 anneaux en acier forment une grande structure de 30 mètres de long à l'horizontale. Pour créer l'illusion de cette scène, le couloir tourne tandis que la caméra est accrochée au sol. Donc du point de vue de la caméra, il est impossible de voir la rotation du décor.
Une technique qui n'est pas nouvelle et fait évidemment référence à 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, dont Christopher Nolan est un très grand fan. Par contre, pour simuler l'absence totale de gravité, le décor n'est cette fois pas placé à l'horizontale, mais à la verticale, avec les acteurs suspendus par des câbles ou bien soutenus par une petite grue. Ce qui fait qu'il y a énormément de câbles et de supports à effacer en post-production. Parfois un sacré sac de nœuds à démêler, demandant même pour plusieurs plans de recréer en 3D certaines parties de décor. La scène du bar de l'hôtel se déroule également sur une plateforme pouvant s'incliner à 25 degrés. Les différents accessoires, tout comme la caméra, sont vissés sur le décor. Dans Interstellar, 4 ans plus tard, les notions de perception et de temps sont déformées d'une manière assez similaire à Inception. L'idée est toujours que plus nous nous éloignons de la réalité, plus la physique est remise en question et le temps se dilate de manière exponentielle. L'absence de gravité dans la station spatiale Endurance est gérée de la même manière qu'Inception. Donc les acteurs sont soit accrochés par des harnais dans un décor plat ou incliné à 90 degrés, soit en général pour les plans plus serrés, soutenus par une grue. En ce qui concerne les environnements, la première planète visitée par les protagonistes est une planète d'eau présentant continuellement une gigantesque vague. Pour la concevoir au niveau de la 3D, il faut d'abord l'appréhender comme un objet à part entière et non directement comme une simulation dynamique. La vague est modélisée, sculptée, puis animée avec des déformations. C'est dans un second temps que sur cet objet qu'est la vague, on génère des simulations de petites vagues au sein de la grande, sans oublier tous les détails comme la mousse, les vaporisations ou les micro-vagues. Pour que la vague soit crédible dans sa physique, elle doit être la plus grande possible, afin de justement accueillir un maximum de détails. Mais logiquement, cela alourdit énormément les temps de calcul, en sachant que les plans sont livrés à une résolution de 5.6K pour le format IMAX, mais ça on le verra tout à l'heure. Autant vous dire que les temps de calcul des simulations, puis le rendu des images, doivent donner quelques sueurs froides. Ce qui fait que Dineg n'a pas le luxe de réaliser 50 versions de la vague, mais seulement 3 ou 4 maximum. La seconde planète a un paysage qui rappelle le repliement de Paris dans Inception, ce qui est un mélange de 3D et de matte painting 2D. Enfin, les deux derniers éléments visuels les plus complexes de toute la filmographie de Nolan sont le trou noir Gargantua et le Tesseract. La représentation du trou noir dans Interstellar a beaucoup fait parler puisqu'elle est basée sur les théories du physicien Kip Thorne, qui est également à l'origine du projet. Le rôle de Dineg est de donner une représentation visuelle du trou noir avec les données mathématiques de Thorne. Coup de bol, parmi les développeurs du studio se trouve Oliver James, diplômé d'Oxford en optique et physique atomique. Il récupère les équations du physicien pour traduire visuellement la manière dont la gravité évolue dans l'espace et le temps et influe sur la trajectoire de la lumière. Tout un programme. Il crée alors pour le coup un nouveau moteur de rendu. La mise en place d'une première version du trou noir demande 6 mois de travail en pré-production, donc avant le tournage. Une fois que les données mathématiques sont en place, les réglages se font sur 3 paramètres, le taux de rotation, le diamètre et l'orbite. Mais les notions de perception et de temps chez Nolan atteignent leur paroxysme du délire visuel avec le Tesseract. Pour faire hyper simple, le Tesseract est un cube en 4 dimensions, la 4e dimension étant donnée comme le temps. Pour la représentation visuelle, en gros, imaginez que chaque face d'un cube est un cube. Le Tesseract est en quelque sorte un hypercube. Sur le tournage, il n'y a aucun fond vert, mais des parties de décor sont construites, avec 15 vidéoprojecteurs éclairant chaque surface pour donner du mouvement aux lignes d'extrusion du temps, ces lignes de lumière qui matérialisent la 4e dimension. Malgré le décor physique sur le tournage qui permet d'aider l'acteur et d'avoir de la matière à filmer, on se doute que l'environnement est entièrement en 3D sur la majorité des plans, ne serait-ce que pour ajouter l'infinité du Tesseract.
Comme vous le savez peut-être, Christopher Nolan adore privilégier les effets spéciaux qui sont physiques, pratiques, réalisés sur le tournage, plutôt qu'avoir recours aux effets visuels réalisés sur ordinateur. Il cherche à tout prix ce sentiment de réalité, de réalisme, quitte à souvent sacrifier la mise en scène comme on le verra dans la partie suivante. Cela le pousse à principalement réaliser les cascades en vrai ou alors utiliser des miniatures. Sa trilogie Batman en est un excellent exemple. Pour Batman Begins, c'est le studio anglais Cutting Edge qui fabrique et filme toutes les maquettes. Tandis que pour tous les autres films de Nolan, il s'agit de New Deal Studios, également britannique. Dans le premier Batman, toute la séquence censée se dérouler aux Himalayas est tournée en Islande. Le monastère de la Ligue des Ombres est sur les plans larges une grande maquette à l'échelle 1/6, filmée sur fond vert, puis intégrée dans un environnement naturel. De la neige et du brouillard en 3D sont ajoutés à l'avant-plan pour fondre davantage la maquette dans son environnement. La ville de Gotham est davantage représentée par les effets spéciaux dans ce film que dans les suivants. Le design de la ville est d'ailleurs développé en même temps que le scénario. Et son style est un mélange de New York, Chicago ou même Hong Kong. Un style qui se veut davantage ancré dans le réel que la version plus expressionniste de Tim Burton. En définitive, la ville est un mélange de prises de vue aériennes filmées à Chicago, de bâtiments entièrement numériques, avec notamment la tour Wayne, ainsi que le trafic routier sur ce plan par exemple, et de matte painting 2D, donc de vraies photos. On peut noter certains plans qu'on appelle Full CG, donc complètement virtuels, comme celui-ci, ou encore celui-là, plutôt magnifique. Le monorail, quant à lui, est toujours en 3D, hormis pour son crash final, puisqu'il s'agit d'une maquette à 1/6, tout comme les buildings environnants, filmés à 80 images par seconde. Les maquettes permettent d'être sûr que les réactions physiques des collisions et les explosions soient les plus réalistes possibles. Le quartier des Narrows est une miniature à 1/12 de 12 mètres sur 24 pour les plans larges. Enfin, une version de la Batmobile, ou Tumbler, est construite pour le tournage et peut monter jusqu'à 160 km/h pendant les courses-poursuites dans les rues de Chicago. Ils font également une version miniature à l'échelle 1/3 du véhicule, ce qui est plutôt grand mine de rien et très utile pour certains plans de la poursuite sur le parking aérien et les toits de la ville. Le fond vert est d'ailleurs remplacé par la version 3D de Gotham. Dans The Dark Knight, une poursuite dans les souterrains de Gotham, encore une fois tournée à Chicago, montre la Batmobile protégeant le fourgon de police contre les attaques du Joker. Lorsque le véhicule passe au-dessus d'une voiture, la plateforme lui permettant la cascade est effacée numériquement. En revanche, quand il percute un camion, le choc est réalisé en miniature. Les véhicules et la portion d'autoroute sont reconstruits toujours à l'échelle 1/3. La route fait 42 mètres de long et l'éclairage est légèrement sous-exposé pour matcher avec les rushs grandeur nature. Et franchement, ces plans fonctionnent formidablement bien et ne dénotent absolument pas avec le reste de la séquence. Mais la Batmobile vit très mal la sortie d'autoroute et finit dans un sale état, ce qui force Batman à se replier sur sa moto du futur, la Batpod. Il est intéressant de noter que sur ce plan, le Tumbler, Batman et la Batpod sont entièrement numériques. Pareil sur ces quelques plans du Tumbler juste avant la sortie de véhicule. Les deux bolides sont scannés en 3D pour avoir une reproduction la plus exacte possible. C'est quand même un des rares plans full CGI du film ultra badass. La Batpod est d'ailleurs pilotée par un cascadeur français, Jean-Pierre Goy, puisque la taille des deux roues est proportionnelle à la difficulté de les manœuvrer, et nécessite plusieurs semaines d'entraînement. Le véhicule et Batman sont encore une fois en 3D lorsqu'ils passent sous le camion du Joker, slaloment les lampadaires, puis montent sur un mur pour se retourner. Dans The Dark Knight Rises, le nouveau et dernier joujou de Batman s'appelle la Bat. Il faut 5 mois pour designer puis construire l'engin de 9 mètres de long et 5 mètres de large. L'appareil est utilisé sur le tournage en étant soit tenu par des câbles, soit monté sur un autre véhicule, soit accroché à une grue sur une tyrolienne. Ce dernier système lui permet de réaliser son vol le plus long sur 180 mètres lorsqu'il émerge pour la première fois. À l'intérieur, il y a même un Batman mécanique qui bouge et cligne des yeux. Encore une fois, l'engin est scanné et recréé à l'identique pour sa version 3D, qui est utilisée sur plus de la moitié des plans. La séquence d'ouverture du film montre une mission sauvetage plutôt spectaculaire.
Les plans à l'extérieur des avions sont tournés dans le ciel d'Écosse, tandis que les intérieurs sont filmés au sol, dans un décor pouvant s'incliner à 90 degrés. Toutefois, le démembrement du plus petit avion est une miniature filmée sur fond vert. Dans Inception, il n'y a qu'une seule maquette qui est l'hôpital forteresse dans le 3e niveau de rêve. Le décor est construit en grand pour le tournage, mais Nolan n'est pas satisfait de l'explosion. New Deal Studio construit alors une version miniature à 1/6 de 14 mètres de haut. Le résultat final est un mélange des deux versions. De la même manière que 2001 l'Odyssée de l'espace ou les premiers Star Wars, Interstellar présente des vaisseaux et navettes spatiales majoritairement en maquettes. Il y a le Ranger, le Lander et la station Endurance. L'intérieur d'Endurance est un gigantesque décor de 50 mètres de long construit sur un balancier pouvant s'incliner à 45 degrés. Il y a surtout une maquette à 1/15 de 5 mètres de long servant pour la majorité des plans. En revanche, le Ranger et le Lander sont construits à taille réelle, notamment pour le tournage en Islande. Ils font même une version plus petite et plus maniable du Ranger pour l'amérissage. Mais le plus intéressant est qu'ils utilisent ces grands modèles pour les placer sur une plateforme en studio, afin de filmer les plans dans l'espace. La plateforme rotative bouge en fonction d'un volant, souvent opéré par Nolan lui-même. À ce niveau-là, on ne parle même plus de miniature en fait. D'ailleurs, Interstellar est le premier film de Nolan à n'utiliser absolument aucun fond vert. Les vaisseaux d'Interstellar sont donc filmés sur fond noir pour représenter l'espace. Ça veut dire qu'il y a un très gros travail de rotoscopie sur la plupart des plans, c'est-à-dire de détourage pour isoler un élément de l'image. Comme on l'a vu tout à l'heure, Dineg met au point une première version du trou noir juste avant le début du tournage. Cela permet le moment venu de placer de très grands écrans à l'extérieur des vaisseaux et ainsi projeter les images du trou noir. Non seulement on a l'environnement extérieur directement sur le tournage, mais surtout ils envoient des retours de lumière cohérents directement sur le décor et les acteurs. Il n'y a d'ailleurs pas un, mais 2 projecteurs pour augmenter la luminosité, avec également un projecteur synchronisé qui éclaire directement les acteurs. Côté robotique, les machines TARS et Case sont quasiment tout le temps sur le plateau de tournage, puisqu'elles sont en réalité manipulées par un acteur. Mais lorsqu'elles ont des mouvements complexes et rapides, elles sont bien sûr numériques, même si Nolan prend toujours soin d'avoir une base réelle pour la présence et les interactions. Et pour finir sur Dunkerque, les crashs d'avions sont toujours les maquettes. Par contre, certains plans sont filmés avec de vrais avions, l'acteur se tenant dans un cockpit à l'avant avec le vrai pilote derrière lui. Pour plusieurs gros plans, les acteurs sont tout simplement dans un faux cockpit placé sur une plateforme au bord d'une falaise. Enfin, malgré les centaines de figurants présents sur la plage de Dunkerque, l'équipe des décors fabrique de longues planches avec des soldats dessinés par groupe de 10, placés le plus loin possible de la caméra évidemment, afin de faussement augmenter le nombre de soldats visibles pour un moindre coût. Le dernier aspect qui m'intéresse est la manière dont Christopher Nolan met en scène ses effets spéciaux. Ces histoires ont très souvent des intrigues complexes, parfois difficiles à appréhender au premier visionnage, mais paradoxalement sa mise en scène, et même les musiques d'ailleurs, prennent le parti pris totalement inverse. Peut-être s'imagine-t-il que ces histoires compliquées seront plus agréables à suivre avec une réalisation simple, il n'empêche que ce qui semble l'intéresser depuis toujours est de travailler sur la grandeur du minimalisme. C'est réellement à partir de The Dark Knight en 2008 qu'un élément va définitivement bouleverser sa mise en scène, et il s'agit du format IMAX. Ce film est le premier long métrage à être tourné avec des caméras IMAX pour plusieurs scènes. Pour vous dire, au moment du tournage, il n'y a que 4 caméras dans le monde. Et pour info, l'une d'entre elles se fait complètement démolir lors du tournage de la course-poursuite dans les souterrains. Elle se sacrifie courageusement pour ce plan.
Nolan n'a jamais tourné et ne tournera probablement jamais avec des caméras numériques, préférant les bonnes vieilles caméras traditionnelles 35 mm. Mais l'IMAX est un format d'image d'une résolution 9 fois supérieure au 35 mm. La pellicule 35 mm a en moyenne 4 perforations alors que l'IMAX en a 15. La pellicule est donc beaucoup plus grande pour une image absolument gigantesque et extrêmement définie. Pour plus d'infos techniques, je vous invite à regarder la vidéo de Pepe World sur le sujet, très intéressante, vous trouverez le lien dans la description. Sur The Dark Knight, les caméras IMAX sont énormes, très lourdes et ne peuvent clairement pas être portées par un cadreur. De plus, elles sont très bruyantes, ce qui a toujours poussé Nolan à les utiliser le moins possible pour les scènes de dialogue. C'est pour toutes ces raisons que sur votre Blu-ray, vous passez souvent d'un plan avec des bandes noires, donc filmé en 35 mm anamorphique classique, à un plan 16/9 pour l'IMAX. En réalité, l'IMAX a une résolution d'image au ratio 1:43, mais pour l'exploitation vidéo, il recadre vers du 16/9 pour ne pas avoir de bandes noires sur les côtés. 28 minutes de The Dark Knight sont filmées ainsi, et pour le troisième et dernier Batman, on monte à 72 minutes, soit plus d'un tiers du métrage. En revanche, Inception, entre les deux films, n'est pas tourné en IMAX mais en 65 mm, qui est un format entre le 35 et l'IMAX, tout simplement car Nolan souhaite filmer principalement en caméra épaule. Interstellar a 75 minutes d'IMAX, et Dunkerque en a 79, donc 70% du métrage. Interstellar est le premier film permettant à Nolan, et surtout à son nouveau directeur de la photographie, de filmer en IMAX en caméra épaule. Et pour Dunkerque, il accroche pour la première fois cette caméra sur un système gyroscopique à l'avant d'un hélicoptère. Il fabrique également des rigs pour fixer l'appareil sur les ailes des avions, ainsi qu'une toute nouvelle lentille d'objectif pour pouvoir filmer et placer le point de vue de la caméra dans des endroits très confinés où justement la caméra ne peut pas habituellement passer. En gros, ça donne l'impression de filmer comme avec une GoPro mais avec une qualité IMAX. Je pense que le cinéma de Nolan repose principalement sur ses scénarios et ses montages, mais jamais vraiment sur sa mise en scène. On est très loin d'un Spielberg par exemple. Dans Batman Begins, son premier film à grande échelle, la caméra est très nerveuse dans les séquences d'action, un peu trop parfois avec certaines scènes presque illisibles. De manière générale, la réalisation est classique et fait le job. C'est à partir de The Dark Knight et l'arrivée de l'IMAX qu'il va voir plus grand, mais en étant beaucoup moins dynamique. Il se trouve que l'immensité de l'IMAX, peu importe ce que l'on filme, est une expérience à part entière. Comme pour la 3D relief, il vaut mieux avoir des plans relativement longs pour permettre au spectateur d'explorer l'image et d'en ressentir toute sa puissance. Un des meilleurs exemples est cette cascade hallucinante d'un semi-remorque filmé sur une avenue importante de Chicago. Nolan place 7 caméras dont 4 IMAX pour filmer la scène. Au montage, plusieurs réalisateurs auraient sûrement utilisé au moins 4 ou 5 points de vue pour profiter du spectacle sous un maximum d'angles. Mais Nolan et son monteur choisissent d'en utiliser que 2. Tout simplement parce que la cascade est tellement spectaculaire qu'on a juste envie de poser la caméra et d'admirer le spectacle. L'action dans l'image fait tout le boulot, et on retrouve à nouveau cette idée avec l'explosion de l'hôpital par le Joker. Encore une fois, c'est tellement énorme que montrer plus de 2 plans casserait le réalisme et l'instantanéité de la scène. Ce minimalisme dans le montage trouve donc une justification par l'ampleur des images filmées, et Nolan se repose beaucoup sur ça. Dans Inception, le repliement de Paris fonctionne parfaitement en un seul plan, du point de vue des protagonistes. Tout comme ce superbe plan de 16 secondes dans le couloir de l'hôtel. Personnellement, j'adore Nolan, mais je dois avouer que je serais toujours plus sensible à une mise en scène créative, ludique et inventive, tout en soulignant l'histoire, comme l'a parfaitement fait Sam Raimi avec les premiers Spider-Man par exemple. Pour le coup, les deux réalisateurs ont un style radicalement différent. En fait, on pourrait presque dire que Nolan semble plus intéressé par l'action elle-même que par la manière de la filmer. Dans The Dark Knight Rises, lorsque la batte arrive, on sent le poids de l'engin, la difficulté de le manœuvrer en pleine rue. L'appareil est vraiment là, sous les yeux du cadreur, que peut-on vouloir faire de plus avec sa caméra? La quête de réalisme de Nolan implique forcément des contraintes dans sa mise en scène, puisqu'elle doit s'adapter à la réalité physique des lieux et des objets réels qu'il filme. Il est donc intéressant de voir qu'il fait exprès de retranscrire cette contrainte physique de la caméra et des objets dans les effets numériques, afin qu'ils aient l'air aussi vrais que la réalité.
Par exemple, sur ce plan, on voit que la batte est instable, avec des mouvements imparfaits, donnant l'impression qu'il s'agit de la vraie, alors que pas du tout, elle est virtuelle. Je trouve que la recherche permanente de réalisme chez Nolan compromet la créativité de sa mise en scène, mais permet toutefois de montrer les effets spéciaux d'une manière particulièrement originale depuis maintenant une dizaine d'années. Sur Interstellar, je n'ai même pas compté le nombre de fois où il place sa caméra sur le côté d'un véhicule ou d'une navette spatiale. On a presque l'impression de regarder un documentaire sur la NASA. À côté de la réalisation numérique virtuose d'Alfonso Cuarón sur Gravity, d'une richesse visuelle exemplaire, c'est évidemment le jour et la nuit. Mais pour le coup, on pourrait dire que l'approche de Nolan a l'avantage d'être à contre-courant de son époque et d'avoir des effets spéciaux spectaculaires volontairement réalistes, voire quasi documentaires. Cette approche minimaliste permet justement aux effets de se mélanger à l'histoire sans jamais en faire trop. Je dirais qu'Inception et Interstellar sont les deux seuls films où le visuel attire beaucoup l'attention. Mais la grande intelligence de Nolan est de toujours prendre soin de mélanger les techniques d'effets spéciaux employées, ainsi que de constamment avoir un élément réel dans le plan pour ancrer l'effet dans la réalité. Lors de la course-poursuite avec la Batmobile sur les toits de Gotham, on quitte le grand modèle pour la miniature sans que l'on se pose vraiment de questions, d'autant que c'est entrecoupé avec des plans des personnages à l'intérieur. Quand la Batmobile traverse une cascade d'eau, on a la vraie, puis la maquette à l'échelle 1/3, puis à nouveau la vraie. Les plans sont en général suffisamment dynamiques et courts pour que l'on y croie. Également dans le film suivant avec les quelques plans de maquette pour compléter les prises de vue réelles, comme on l'a vu tout à l'heure. Même chose dans le troisième film, lorsque Bane fait sauter un plafond, et que l'on voit pour un seul plan une maquette 1/3 du décor et du tumbler. Cela prouve une nouvelle fois la grande efficacité des maquettes lorsqu'elles sont suffisamment grandes et bien éclairées. Dans The Dark Knight, l'hélicoptère qui se prend un piège est entièrement numérique avec les buildings. Mais le crash en 3D est adapté pour faire une transition vers la cascade d'une vraie carcasse d'hélicoptère. De cette manière, il s'agit de faire en sorte que l'élément réel, le vrai hélicoptère, soit la dernière chose que l'on voit, renforçant le réalisme de la situation. Pareil pour la séquence d'action finale de Batman Begins, avec plusieurs plans du train en 3D, parfois même des plans full CG comme cela, mais où l'aboutissement final, l'apothéose, est la destruction de grandes maquettes donnant l'impression que tout ce qui s'est passé avant était tout aussi réel. Dans le troisième Batman, pour l'explosion du stade, ils construisent une section du terrain au-dessus du vrai pour le faire exploser. Cela donne une base à filmer pour la caméra et les cascadeurs qui tombent chacun dans leur trou. L'explosion est évidemment augmentée à plus grande échelle virtuellement. Pour une scène aussi spectaculaire, cette fois il termine sur un plan en grande partie numérique, mais compense en l'entrecoupant avec d'autres plans 100% réels dans le stade. Ce que je trouve plutôt dommage puisque j'aurais préféré voir tout le plan du terrain sans interruption. Ça aurait été plus cool je trouve, mais j'imagine que tout ça est beaucoup trop digital au goût de Nolan. Son exigence pour ancrer les VFX dans la réalité et pour les mélanger avec les effets pratiques et mécaniques implique aucune marge d'erreur pour les studios d'effets visuels. À partir d'Inception, Nolan veut désormais mettre tous ses œufs dans le même panier et confier tous les VFX de ses films à Dineg, anciennement Double Negative. Le but est de faciliter la communication en ayant un seul studio avec un seul superviseur interne qui le connaît bien, très souvent Paul Franklin, cofondateur du studio. Une de leurs plus grandes complexités au fil des années est de réussir à matcher leur modèle 3D avec les vrais engins et maquettes employés sur les tournages, afin que les passages du réel à la 3D et inversement soient les plus invisibles possibles. Mais en plus, avec Nolan, ils sont presque toujours tenus de rendre des images à la résolution IMAX. Pour vous donner une idée, la caméra IMAX à pellicule 70 mm filme à une résolution à peu près équivalente en numérique à du 12 à 18K. Après le tournage, le développement de la pellicule est plus ou moins en 8K. Ce qui veut dire que les VFX se sont travaillés à partir d'images en 8K. Là je peux vous dire que les ordinateurs et les logiciels transpirent. Ce qui veut dire qu'à la sortie, les images rendues par le studio sont en 4K s'il s'agit d'un plan tourné seulement entre guillemets en 35 mm, mais sont majoritairement en 5.6K pour l'IMAX. Ils peuvent même monter jusqu'à 8K pour quelques exceptions. Il faut savoir que sur quasiment tous les films que vous verrez, les VFX sont réalisés en 2K pour une projection en 2K ou 4K au cinéma. L'IMAX est en revanche projeté plus ou moins en 6K, à condition que ce soit la projection d'une pellicule 70 mm et non un film numérique, sinon c'est en 4K maximum. D'où le choix de sortir les plans VFX en 5.6K, ce qui est bien sûr déjà énorme et très lourd à calculer. On entend souvent que les films de Nolan ont très peu, voire quasiment pas d'effets numériques, ce qui est et sera toujours évidemment totalement faux.
Alors certes, le nombre de plans truqués dans ces films sont en moyenne dans les 600-700, ce qui est bien inférieur à des mastodontes comme les Marvel par exemple, qui vont taper dans les plus de 2000 plans truqués sans problème, mais 600 plans VFX ça reste quand même sacrément conséquent, et il ne faut pas oublier que les fameuses cascades réelles de Nolan ne seraient pas ce qu'elles sont sans un bon vieil ordinateur. Il faut par exemple effacer les pistons qui permettent au semi-remorque dans Dark Knight de se retourner. Effacer des caméras qui se retrouvent dans le champ de vision d'une autre lors des scènes d'action. Ajouter des vitres en 3D sur 2 étages de l'hôpital puisqu'elles ont disparu juste avant le tournage. Enlever les protections et matelas lors des cascades. On ne compte même plus le nombre d'effaçages de câbles sur tous les films d'ailleurs, tout comme les différents supports permettant de faire voler des objets ou maintenir en lévitation des acteurs. Effacer la tête ou le corps de l'acteur manipulant les machines TARS et Case dans Interstellar. Mais également faire une version virtuelle de Batman, pour certains vols notamment, mais aussi lorsqu'il atterrit et décolle. On a également les 2 ferries à la fin de Dark Knight, qui sont entièrement en 3D sur les plans larges, tout comme l'eau. Dans le 3e Batman, les différents ponts qui s'effondrent. Ou encore pour terminer, des centaines de figurants virtuels sur des plans aériens dans Dunkerque. La rumeur dit souvent que Christopher Nolan n'aime pas les effets visuels. En réalité, il est surtout un des rares à avoir compris qu'il s'agit d'un outil au service de la narration et non d'une finalité obligatoire pour divertir les spectateurs. Visual effects technology has been wonderful for enhancing those things and increasing the vocabulary. But sometimes when you're asked to justify these things like not using green screen, you have to just bring it down to, well, it's so much more fun to do it. It's fun for the actors, it's fun for me. There's nothing more dispiriting than when you turn up to work and there's just a green screen with a couple of actors in front of it. It's really, the magic's not there. L'image de synthèse est malheureusement souvent utilisée par simplicité pour ne pas se prendre la tête pendant le tournage. Car les VFX sont clairement devenus des outils de procrastination en voulant toujours attendre le dernier moment pour prendre des décisions créatives. Aujourd'hui, nous pouvons tout créer par ordinateur, n'importe quel environnement, personnage, créature, effet pyrotechnique ou magique. Cela nous pose alors la question, si l'on peut se servir du virtuel pour tout faire, doit-on tout faire? Et ce que je respecte le plus chez Nolan est qu'il répond non à cette question. Son raisonnement est que ce n'est pas parce que l'on peut tout faire par ordinateur qu'il faut se forcer à le faire. Au regard de son amour inconditionnel pour la pellicule à la place du numérique, il s'inscrit vraiment dans une tradition de réalisateur à l'ancienne, en présentant un cinéma d'action à base de cascades, de décors, de véhicules et d'explosions, filmé avec le grain d'une pellicule 35 ou 70 mm. Batman Begins est son premier film avec beaucoup d'images de synthèse, et il était très méfiant par rapport à ces technologies. Il avait peur de la qualité qui en ressortirait, mais aussi de perdre le contrôle sur ces images, et que les graphistes l'embrouillent avec du jargon technique. Mais au fur et à mesure, il comprend que les artistes VFX sont là pour servir son histoire et non l'inverse. À la fin de la post-production du film, il demande même à rajouter des plans Full CG. C'est surtout à partir d'Inception qu'il déclare commencer à apprécier le processus de fabrication des effets numériques. Et son amour pour la prise de vue réelle et la véracité des images permettent de constamment challenger les VFX pour être les plus réalistes possibles, avec une résolution et une qualité d'image exceptionnelle. De manière générale, la philosophie de Nolan est de toujours partir d'une image réelle, d'une base réelle, pour l'augmenter avec les VFX. Quitte à ce que parfois le décor ou l'accessoire sur le tournage soit juste une référence ou une aide pour les acteurs qui sera complètement effacé par la suite. Il veut que le spectateur ressente constamment une forme de réalité pour plus facilement s'immerger dans l'histoire. Ce qui compte est de toujours, dans la mesure du possible, filmer un maximum d'effets spéciaux avec une vraie caméra, peu importe à quoi il ressemble sur le tournage. La réflexion qu'il apporte à la réalisation d'un effet pourrait nous faire dire que l'effet Christopher Nolan est en fait un effet intellectuel.